Eh bien le bonjour à toutes et à tous. C'est un exercice inédit pour moi. Ce premier podcast, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Pourquoi un podcast? Parce que il y a pas mal de choses dont j'ai envie de parler, de sujets qui me tiennent à cœur. Donc pour ce premier épisode, j'avais envie de parler de quelque chose qui me révolte un peu et puis dont personne ne parle en fait. Ceux qui me connaissent et qui connaissent un peu mon histoire savent que je connais assez bien ce pays, que j'y suis allé. Voilà, mon film Invisible, il tourne beaucoup autour de ce qui s'est passé en Afghanistan lorsque j'étais dans l'armée. Donc ça me tient d'autant plus à cœur. Et je vois beaucoup de gens parler de ce qui se passe en Afghanistan, mais je vois très peu de gens parler des femmes. Et je pense qu'on a atteint un niveau, au niveau du traitement des femmes et au niveau du droit des femmes. Tout d'abord, avant de parler de ce sujet en particulier, il faut connaître le contexte de l'Afghanistan. Il faut comprendre le contexte de l'Afghanistan, parce qu'il y a énormément de gens qui comprennent pas le contexte ou qui connaissent pas le contexte. Ce qui se passe aujourd'hui avec la reprise des talibans, donc depuis 2020, déjà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est l'OTAN, les États-Unis, la France qui ont foutu la merde là-bas. Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les talibans étaient déjà au pouvoir. Ils étaient déjà au pouvoir avant que l'OTAN arrive en 2001, après les attentats du 11 septembre. Les talibans avaient déjà pris le pouvoir. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, on le voyait déjà à l'époque. Sauf que personne n'en parlait. Donc aujourd'hui, faire le procès et dire que c'est à cause de l'intervention de l'OTAN que les talibans ont repris le pouvoir et du coup que des gens fuient, que des femmes souffrent, etc., c'est complètement faux. L'OTAN a mis énormément de moyens, il y a énormément de jeunes soldats qui sont morts, de jeunes européens, de jeunes français, de jeunes américains, de jeunes anglais, qui sont morts en Afghanistan, qui ont combattu dans ce pays. Bien sûr, il y a des intérêts derrière, etc. Je suis pas en train de dire que tout est rose. Mais faire ce procès-là, c'est complètement injuste. On peut le faire sur d'autres conflits, on peut le faire pour l'Irak ou pour d'autres conflits, mais pour l'Afghanistan, c'est complètement différent. Les talibans étaient déjà au pouvoir, et aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait, c'est reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir d'une façon... ils ont même pas combattu, en fait. Ils ont pas combattu, c'est-à-dire que l'OTAN les a armés, l'OTAN les a formés, hein, même les Français, on les a formés, puisque moi, par exemple, pour l'anecdote, quand j'étais en Afghanistan, on avait une section entière de ma compagnie qui était dévouée à la formation de l'armée afghane, qui les formait au combat, au tir, voilà, qui les formait militairement pour pouvoir combattre pour leur pays. C'était leur mission. Et lorsque les Américains donc sont partis et ont tout laissé sur place, l'armée afghane a déposé les armes. Les Afghans ont déposé les armes. Les talibans, ils sont arrivés, ils ont repris le pouvoir. Pratiquement personne ne s'est battu. C'est-à-dire qu'on leur a donné le pays. C'est-à-dire que l'OTAN a mis des milliards, des centaines de jeunes sont morts, des milliers de civils sont morts, pour qu'au final, l'armée afghane et les Afghans rendent le pays aux talibans. Ils ont rendu le pays, ils ont déposé les armes, donc les talibans se sont retrouvés équipés avec des milliards de dollars d'équipements américains, des hélicoptères, des chars, des fusils, énormément de matériel qui normalement qui aurait dû servir à l'armée afghane, aux Afghans pour défendre leur pays, pour défendre le régime qui est en place, ou en tout cas défendre le pays contre les talibans, et c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont rendu le pays, ils ont déposé les armes, et donc là, faire le procès de l'OTAN là-dessus, c'est un peu hypocrite, et c'est complètement faux, parce que les gens qui disent ça, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, et beaucoup ne savent même pas que les talibans étaient déjà au pouvoir. Les talibans étaient déjà au pouvoir avant, ils ont repris le pouvoir. Il y a eu cet intermède entre lors de prise de pouvoir qui était l'occupation de l'OTAN en Afghanistan, le régime notamment d'Hamid Karzai qui a essayé de faire, on va dire, évoluer l'Afghanistan, qui a ouvert des universités, qui a ouvert le droit aux femmes d'aller à l'école, et au final, tout ça, ça a volé en éclats. Ça a volé en éclats, on se retrouve dans une situation où les talibans ont complètement repris le pays, militairement, politiquement, ils ont repris les médias, enfin, je pense que tout le monde a vu les images. C'est catastrophique pour les femmes, parce que le sort des femmes à l'époque des talibans était déjà horrible. Mais aujourd'hui, là où il est encore plus horrible, c'est que les femmes, les femmes afghanes, elles ont pris une certaine habitude, on va dire, d'un petit peu de liberté, même si il faut pas croire, il faut pas penser que au moment où l'OTAN est en Afghanistan et que il y avait un régime un peu plus démocrate, faut pas penser que c'était la fête au village. Faut pas penser que les femmes elles sortaient en mini-jupe avec des décolletés, que elles allaient en boîte de nuit,
qu'elle couchait avec des hommes. Enfin, c'était pas du tout comme ça. Ça restait une société hyper traditionnaliste, une société hyper rigoriste, puisque même le régime qui était en place s'appuyait beaucoup sur les lois religieuses. Et voilà, donc il y a eu des progrès qui ont été faits, mais on était très loin d'une démocratie à l'européenne où les gens sortaient en boîte de nuit, où les femmes avaient le droit de sortir sans homme dehors. Enfin, ça n'existait pas. Moi, je suis resté plus de 5 mois là-bas. J'ai fait un nombre incalculable de patrouilles à Kaboul et même dans d'autres villes et dans des endroits reculés. Je n'ai jamais vu le visage d'une femme. Toutes les femmes étaient en burqa. Voilà. Donc peut-être que j'ai croisé des femmes qui avaient juste leur hijab et on voyait leur visage, mais je les ai pas vues, elles étaient très peu, mais j'ai jamais croisé une seule femme qui était en jean. Ça n'existait pas. Et même si les talibans n'étaient plus au pouvoir, aucune femme ne serait sortie en jupe à Kaboul, parce que la population elle-même l'aurait jamais accepté. Elle serait fait lyncher, ou voilà, sa famille, elle aurait jeté le déshonneur sur sa famille. Voilà, mais les femmes avaient quand même le droit d'aller à l'université, les femmes avaient quand même le droit de travailler, même si ça restait une société hyper patriarcale, elles avaient quand même plus de droits que ce qu'elles ont maintenant. Et ce qui est horrible pour les femmes dans la reprise de l'Afghanistan par les talibans, c'est que le fait que ces femmes elles se soient habituées à un peu de liberté, à un peu plus de droits, les talibans, ils ont été obligés de resserrer la vis, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de leur imposer quelque chose d'encore plus fort qu'avant, d'encore plus dur qu'avant, pour leur dire, ok, maintenant c'est bon, fermez vos gueules, mettez-vous au pli, parce que il y avait un nombre incalculable de femmes, il y avait la nouvelle génération de femmes qui n'a pas connu les talibans, ou alors qui était trop petite pour connaître les talibans, et qui a commencé qui a connu que ce style de vie, d'aller à l'école, d'aller à l'université, voilà, elles n'ont pas connu ce régime-là. Donc en fait, il faut, entre guillemets, rééduquer ces femmes. Il faut les rééduquer, les talibans ont décidé de les dresser en disant, voilà, vous allez comprendre maintenant comment c'est. Parce qu'il y avait toute cette génération de femmes, je parle même pas seulement des femmes qui avaient connu le régime, qui sont plus âgées et qui se sont habituées, il y avait aussi cette génération de jeunes femmes qui n'avaient pas du tout connu ça, pour qui ça allait être beaucoup plus compliqué d'accepter ça, et il a fallu que les talibans soient hyper extrémistes pour pouvoir leur imposer ça. Sinon, ça aurait jamais marché, ou alors il y aurait eu des manifestations, etc. D'ailleurs, il y en a eu, on n'en parle pas, mais il y en a eu quelques-unes. Mais voilà, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes en Afghanistan, elles n'ont absolument plus aucun droit. Et quand je dis plus aucun droit, c'est plus aucun droit. Quand les talibans sont revenus, ils ont essayé de donner une espèce d'image un peu plus ouverte. Ils se sont ouverts un peu en disant, regardez, l'Occident, on a changé, on a compris, on a repris le pays, mais voilà, parce que bien sûr, ils veulent pas qu'il y ait qu'il y ait l'OTAN ou les Américains ou n'importe quel autre pays du monde qui arrive et qui recommence à les attaquer, ou voilà, ils essayent un peu de montrer patte blanche, parce qu'ils savent que la seule raison pour laquelle ils ont repris le pays après toutes ces années, après 20 ans pratiquement d'exil, en tout cas où ils étaient plus au pouvoir, c'est parce que les Américains, l'OTAN et les Américains plus particulièrement, ont décidé d'abandonner le pays. Ils ont dit stop, on arrête les frais, on a mis des milliards, voilà, on perd un nombre incalculable de soldats. Au final, l'Afghanistan il se débrouille, on les a armés, on les a formés. Je pense que ça c'est pas quelque chose qui est sorti dans les médias, mais je pense que les Américains, les généraux et les gros pontes américains, ils ont compris que ça servait à rien, que ça servait plus à rien, parce que l'armée afghane ne voulait pas défendre son pays. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était assez commun. Nous, on se méfiait de l'armée afghane, on se méfiait de l'armée afghane, on se méfiait de la police afghane. Il y a plusieurs Français, Américains, mais même des soldats français qui sont morts tués par des soldats afghans. Il y a eu un moment où il y avait un soldat français qui s'est pris une balle dans le dos par un militaire afghan avec un uniforme afghan qui était censé se battre contre les talibans et qui a tué un militaire français, voilà, parce qu'il était avec les talibans. Donc je pense que les Américains, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, c'est bon, on arrête les frais, on se casse, qu'ils se débrouillent. Sans peut-être imaginer que les Afghans n'allaient pas se battre. Bon, on en parlera plus tard, il y a eu quand même une petite révolte, c'était le fils du commandant Massoud dans le Panjshir qui a essayé de résister.
Mais ça, on en parlera plus tard parce qu'il y a aussi un côté ethnique, puisque c'est un Tadjik. Il y a un côté ethnique très fort en Afghanistan, mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus, on en parlera plus tard. Tout ce que je disais, voilà, sur les femmes, c'est que les femmes aujourd'hui, elles ont plus aucun droit et que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que, ok, les talibans, ils sont arrivés, ils ont dit, on va donner un peu plus de droits aux femmes. Bon, faut pas abuser, hein. Vous sortez pas sans votre tuteur dehors, voilà, vous avez... Voilà, c'est très extrémiste, mais petit à petit, ils se sont fait oublier, ils ont montré patte blanche, et puis ils ont commencé à imposer des lois et des choses pour les femmes, insidieusement, et là, ça a atteint un niveau extrême, puisque les femmes, alors ils leur ont interdit d'aller à l'école, mais les femmes n'ont plus le droit d'aller chez le médecin. Donc il y a des femmes qui meurent parce qu'elles sont malades et qu'elles peuvent pas les soigner. Mais en fait, il y a un truc qui est complètement hypocrite, c'est qu'ils n'ont pas interdit aux femmes de se soigner, d'aller chez le médecin. Ils ont dit que c'était interdit qu'une femme consulte un médecin homme. Sauf qu'il y avait des médecins femmes et qui leur ont interdit de travailler. Et ensuite, ils ont interdit aux femmes de faire des études, notamment des études de médecine, parce qu'il y avait des jeunes filles à l'université qui faisaient des études de médecine. Ils les ont interdits d'école. Elles sont interdites d'aller à l'école. Donc en fait, ils condamnent les femmes malades ou les femmes blessées à la mort, puisque elles ne peuvent pas consulter de médecin, sauf si c'est une femme. Mais il n'y a plus de médecins femmes et il n'y a plus de médecins femmes qui vont être formés. Donc au final, elles n'ont plus le droit de se soigner. Mais voilà, c'est pas dit comme ça. C'est très bien pensé. Donc les femmes n'ont plus le droit de se soigner. Les femmes n'ont plus le droit Elles ont très peu de droits. Elles n'ont plus le droit d'étudier. Ils ont fait passer une loi il y a quelques mois là. C'est passé assez inaperçu dans les médias. Les femmes n'ont plus le droit de parler en public, c'est-à-dire que même si elles sont avec leur tuteur dans la rue, même si elles sont entre femmes, on n'a plus le droit d'entendre la voix d'une femme en public. Une femme qui parle en public, si on entend sa voix, elle est condamnée. C'est interdit. Pourquoi ? C'est simple, c'est parce que ils ont eu peur, parce qu'il y a eu des femmes qui ont fait quelques manifestations, il y avait des femmes qui essayaient quand même en cachette de combattre à leur petit niveau, on va dire. Et ils se sont dit, on va empêcher les femmes de piailler entre elles, on va empêcher les femmes de parler entre elles, puisque voilà, la femme avec son tuteur, elle est au marché, voilà, bon, elle a sa burqa, voilà, elle croise une autre femme en burqa, bon, croise une copine, bon, je sais pas comment elle la reconnaît, parce que, bref, voilà, si elle arrive à la reconnaître, elle va discuter avec elle, mais ils ont eu peur que ces femmes, elles discutent de leur sort, du changement de régime, de leur vie qu'elles avaient avant, de la nostalgie qu'elles avaient avant. Donc, ils leur ont interdit de parler en public, donc les femmes n'ont plus le droit de parler en public. Maintenant, elles n'ont plus du tout le droit de sortir, et là c'est quelque chose qui vient de passer il y a quelques semaines, il me semble, cette année, ou en fin d'année dernière. Ils ont fait passer une loi, les femmes n'ont plus le droit de sortir à leur fenêtre, c'est-à-dire que les femmes doivent rester chez elles, mais en plus les femmes n'ont plus le droit de sortir à leur fenêtre, même si elles ont leur burqa, etc. Si une femme est chopée en train de regarder par la fenêtre, juste de regarder par la fenêtre, peut-être qu'elle a envie de voir l'extérieur, de prendre l'air parce qu'elle n'a pas le droit de sortir, eh ben c'est interdit. Elle est condamnée, ils vont monter, ils vont dire voilà, pourquoi t'as mis ta tête à la fenêtre. Donc les femmes en fait sont obligées de rester chez elles enfermées, elles n'ont pas le droit de sortir, elles n'ont même pas le droit d'aller à la fenêtre. Faut se rendre compte du truc quand même. C'est pire que de la prison. C'est une sorte de prison, mais encore pire, parce que même en prison, t'as 1 heure de promenade par jour, même pour les prisons les plus dures. Tu sors, t'es 23 heures sur 24 enfermé, et t'as quand même une heure où tu peux prendre l'air. Parce que pour l'esprit humain, pour la psychologie humaine, t'es obligé de prendre l'air. Tu peux pas passer des jours, des semaines, des mois dans le noir, enfermé, sans voir le soleil, sans prendre l'air, sans avoir d'interaction sociale. Bah là, c'est exactement ce qu'elles vivent. Alors oui, elles ont des interactions sociales avec leur mari, leurs frères ou voilà, les gens de leur famille. Mais en dehors de ça, il n'y a aucune interaction sociale. Les Afghanes n'ont plus le droit d'avoir un téléphone. Elles n'ont plus accès aux médias. C'est une tragédie dont très peu de personnes parlent, dont très peu de médias parlent. Il y a une certaine hypocrisie des féministes en France par rapport à ce sujet. On en reparlera plus tard, je vais pas partir là-dessus tout de suite. Mais c'est clairement horrible. Ce récit, je m'appuierai sur des sources voilà, qui sont disponibles, que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Je m'appuierai sur mon expérience, et je m'appuierai surtout sur le témoignage d'une Afghane avec qui j'ai des contacts depuis quelques semaines, qui est réfugiée en France, qui est arrivée au moment où les talibans ont repris l'Afghanistan, et qui me raconte de jour en jour des trucs vraiment horribles, incroyables, dont personne ne parle. Je pense que sa voix mérite d'être portée, vu que apparemment les médias ou les politiques
s'en foutent. Donc cette fille qui est étudiante en France, qui est étudiante en France, elle est arrivée en 2020, je crois, au moment où les talibans ils ont repris l'Afghanistan. Déjà, il faut savoir que il y a un côté très ethnique en Afghanistan. C'est pas juste des Afghans, c'est pas juste des Pashtuns. Il y a des Tadjiks, il y a des Ouzbeks, il y a énormément de minorités. Et il y a un côté très raciste, il y a des castes vraiment en Afghanistan. Faut savoir que les talibans c'est des Pashtuns. Ils font partie de l'ethnie Pashtun. En quasi-totalité, c'est des Pashtuns. Et en fait, au-delà du système politique et du système religieux et du système de tout le système taliban, il y a un système ethnique aussi où ils font un nettoyage ethnique et où il y a clairement des injustices et des choses très graves qui se passent. Je peux en témoigner dans le sens où la personne avec qui je parle me raconte ces choses-là. Donc il faut savoir que cette jeune fille, on va l'appeler Sophia, voilà, je vais pas dire son nom, on va l'appeler Sophia. Donc Sophia, elle a perdu 2 de ses oncles à cause des talibans déjà, donc le frère de sa mère qui a été tué, assassiné par les talibans, juste parce que tadjik, hein. C'est-à-dire que voilà, Sophia c'est une tadjik, elle fait partie de l'ethnie tadjik, qui est une ethnie minoritaire. Les tadjiks qui sont donc il y a le pays juste à côté, Tadjikistan, il y a beaucoup de tadjiks aussi en Iran, ils peuplent un peu la région. Et les Tadjiks, il faut savoir qu'ils étaient là avant les Pashtuns. Voilà, ça, c'est quelque chose que les talibans ne veulent pas admettre. À les écouter, l'Afghanistan, c'est Pashtun. Ils ont une culture Pashtun et ils sont très très attachés à leur culture Pashtun. Ils sont autant attachés à leur culture Pashtun qu'à la religion. Déjà, il faut savoir que le nom taliban, ça veut dire étudiant. Voilà, donc ce sont des étudiants, ils se prétendent étudiants en religion. Donc pour revenir à Sophia, donc un de ses oncles a été tué par les talibans juste parce que tadjik. Elle aussi, je vous raconterai plus tard, elle a échappé de peu au même sort. Donc quand les talibans ont repris le pays, il y a énormément de gens qui ont fui, donc vous avez dû voir les images à la télé avec les gens qui montaient sur les avions, quand les Américains partaient, etc. Il faut savoir que les talibans ont tué énormément de personnes qui ont travaillé pour l'OTAN, qui étaient dans l'armée afghane, ou de femmes qui ont étudié ou qui étaient cultivées ou qui se sont battues pour les droits des femmes. Et justement, donc cette fille dont je parle, Sophia, son père a travaillé dans l'armée afghane et sa mère était présidente ou vice-présidente de l'association du droit des femmes en Afghanistan. Donc c'était clairement des cibles. C'est-à-dire que quand les talibans ont repris le pays, rien que le fait qu'ils soient tadjiks, mais en plus par rapport au fait que les 2 parents étaient engagés, sa mère était féministe afghane et son père s'est battu dans l'armée nationale afghane, ils savaient que leur jour était compté. Ils savaient très bien ce qui risquait de leur arriver. Donc en fait, ils ont demandé un visa pour aller en Allemagne, tout d'abord. Donc ils ont fait une demande de visa pour partir en Allemagne. Les Allemands ont accepté de les prendre tous sauf le fils. Je sais pas pourquoi. Eux non plus. En tout cas, le fils, il a été refusé. Donc ils ont fait une demande de visa en France. La France a accepté de les prendre. Il a fallu qu'ils partent en 3 groupes. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier groupe avec le père de Sophia, une des sœurs et un des frères, il me semble. Le deuxième groupe, c'était sa mère avec 2 autres sœurs. Et donc il y avait le troisième groupe, c'était Sophia, une de ses sœurs et son frère, son petit frère. Donc les 2 premiers sont partis à 1 semaine d'intervalle, ils sont allés à l'aéroport. Et au moment où Sophia devait partir avec son frère et sa sœur prendre l'avion à l'aéroport, les talibans ont pris l'aéroport. Ils ont bloqué l'aéroport, ils ont fermé l'aéroport. Donc en fait, Sophia s'est retrouvée pendant 8 mois bloquée avec son frère et sa sœur chez sa tante et son oncle. Sauf qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, évidemment. Ils n'avaient pas le droit de sortir puisque Sophia était tadjik, sa famille a fui, et donc ils savaient très bien que c'était trop dangereux, donc Sophia a passé 8 mois enfermée. 8 mois enfermée dans un appartement pour survivre. Et je vous laisse imaginer un peu l'état des parents qui étaient en France et qui attendaient que leur fille puisse venir, qui faisaient des demandes, etc. Mais l'aéroport était bloqué par les talibans. Donc Sophia a vécu dans cet appartement. Un jour, les talibans sont venus. Les talibans sont venus, ils sont montés. Donc les hommes les ont accueillis. Et les femmes étaient enfermées, les femmes dont Sophia était enfermée dans une chambre. Et ils leur ont dit, faites sortir les femmes.
Donc les femmes sont sorties. Sofia, qui était même pas voilée ni rien, elle s'est mis une couette, elle s'est enroulée dans une couette pour se cacher parce que c'était des talibans. Alors miracle, il s'est rien passé, ils ont juste parlé, ils sont partis. Mais il faut savoir que dans leur quartier, qui était à majorité tadjik, ils ont tué énormément de gens. Ils ont tué et mis en prison énormément de gens. C'est-à-dire qu'ils ont mis en prison des gens juste parce qu'ils étaient tadjiks. Ils ont aussi envoyé des gens combattre pour eux contre le fils du commandant Massoud. Donc le commandant Massoud, pour poser le contexte, le commandant Massoud, c'était un résistant afghan contre les Russes, un moudjahidine. Donc quand les Russes ont envahi l'Afghanistan, le commandant Massoud a été une figure du combat contre les Russes. Il a été soutenu par les Américains. Donc il était tadjik, hein. Le commandant Massoud était tadjik. Il a été assassiné, donc il a été tué avec des faux journalistes qui sont venus avec une caméra où il y avait une arme dedans ou des explosifs, je sais plus exactement. Donc il a été assassiné. Ça a été une figure, le commandant Massoud, ça a été une figure quand même de la résistance, même si il est pas tellement aimé en Afghanistan parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc, hein. C'est pas quelqu'un qui a fait que des bonnes choses pour l'Afghanistan. Il a aussi il valait peut-être pas mieux que les talibans, j'en sais rien, mais en tout cas il s'est battu pour l'Afghanistan. Et donc le commandant Massoud, qui est tadjik, son fils, lorsque les talibans ont repris le pouvoir et que tout le pays a laissé les talibans reprendre le pouvoir, a posé les armes, le seul qui a essayé de résister, c'est le commandant Massoud, donc il était dans le Panchir. Et donc le commandant Massoud, qui était tadjik, avec ses hommes, son armée, sa petite armée, on va dire, hein, qui était pas de taille à faire face aux talibans, qui étaient tadjiks aussi. Les talibans, donc quand ils sont allés dans ces quartiers tadjiks et qu'ils ont fait des épurations, ou qu'ils les ont envoyés en prison, ils ont aussi pris des tadjiks, et ils les ont forcés, ils les ont armés, ils les ont forcés à partir se battre contre le fils du commandant Massoud. En fait, ils ont voulu que les tadjiks s'entretuent entre eux. Voilà. Donc ça a été une sorte d'épuration ethnique, puisque ils ont envoyé des tadjiks tuer d'autres tadjiks. Donc il faut prendre quand même en compte ce contexte par rapport à l'ethnie en Afghanistan, qui est très important. Les Tadjiks, les Pashtuns, les talibans détestent les Tadjiks. Voilà, ils détestent les Tadjiks, qui sont une ethnie différente et qui sont présents en Afghanistan depuis avant les Pashtuns. Ça, c'est quelque chose que les talibans ne veulent pas avouer. Ils détestent qu'on leur parle de ça. Mais les Pashtuns ne sont pas les primo-arrivants, ne sont pas les primo-habitants de l'Afghanistan. Il y avait d'autres ethnies avant. Les Tadjiks étaient là avant. Et d'ailleurs, il y a une rumeur en Afghanistan, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, il y a une rumeur en Afghanistan comme quoi les Pashtuns, ce serait en fait une communauté, une ethnie juive qui est arrivée avant la conquête islamique. Donc, je crois que c'était en l'an 1000 que l'empire arabo-musulman a conquis l'Afghanistan, et qui ensuite s'est converti. Voilà, bon, ça c'est quelque chose que les Tadjiks disent, que certains Tadjiks disent, je peux pas savoir si c'est vrai. Peut-être que dans le contexte local, c'est quelque chose pour les humilier ou pour les descendre, j'en sais rien. En tout cas, voilà, les talibans, les Pashtuns, pardon, n'étaient pas les primo-arrivants. Donc ils détestent les Tadjiks, ils détestent le fait que les Tadjiks aient une culture différente de la culture Pashtun, même si c'est des Afghans aussi. Et donc ils ont envoyé ces Tadjiks s'entretuer, tuer d'autres Tadjiks pour combattre le fils du commandant Massoud, qui maintenant s'est exilé puisqu'il a pas pu, il a dû fuir parce qu'il a pas pu résister aux talibans. Et maintenant il est, alors je sais pas s'il est en Iran ou au Qatar, faudra que je regarde, mais en tout cas il est exilé. En dehors de l'Afghanistan. Donc voilà, il est exilé en Iran. Faut savoir qu'il y a une très grosse communauté tadjik en Iran, hein. En fait, les Tadjiks, c'est une ethnie, c'est une communauté qui est présente dans toute l'Asie centrale, hein. C'est une communauté qui est très très ancienne. Et donc Sofia, dont je vous ai parlé, est tadjik, sa famille est tadjik, et donc Sofia a dû attendre 8 mois pour enfin réussir à fuir l'Afghanistan et à venir en France. Donc maintenant elle est étudiante en France. Donc je vous laisse imaginer la joie de ses parents qui l'ont retrouvée quand elle arrive en France. Et donc bien sûr elle est très préoccupée par le sort de ses amis, de ses cousines. Elle a des gens de sa famille là-bas. Elle a une autre personne de sa famille qui a été tuée par les talibans encore depuis. Voilà, donc elle m'a montré un peu les messages, les récits de ces femmes qui sont en Afghanistan, qui vivent un calvaire. Femmes qui n'ont plus le droit de sortir, plus le droit d'avoir un téléphone, plus le droit de travailler, plus le droit d'étudier, plus le droit de parler. Elles ont juste le droit, entre guillemets, de faire la vaisselle, faire des enfants, et puis voilà.
Le récit également d'une cousine à elle qui, en fait, il y a un taliban qui est venu chez elle et qui a demandé à son père sa main. Il est venu, il lui a dit voilà, je veux la main de ta fille, file-moi ta fille. Donc son père a été obligé de mentir, il a dit qu'elle était fiancée pour que le taliban abandonne, hein, parce que en vrai, si elle avait pas été fiancée, elle aurait pas eu le choix. Hein. Le taliban il serait venu, il aurait dit ta fille je la prends, voilà. Et si le père il aurait dit non, vu que c'est des Tadjiks, il aurait eu des problèmes, des gros problèmes. Donc au final, il a réussi à sauver sa fille comme ça pour l'instant, sachant que sa fille est très jeune et que le taliban était beaucoup plus âgé. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie de la vie là-bas, hein, de la réalité là-bas. C'est-à-dire que le mariage avec les jeunes filles, les très jeunes filles, c'est normal là-bas. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie de la culture pachtoune. Il y a par exemple un truc qui s'appelle les bashabazi. Les bashabazi, c'est en fait le fait... alors c'est strictement dans la culture pachtoune, hein, ça n'a rien à voir avec la religion, ça. C'est le fait en fait d'offrir un petit garçon à un homme adulte. Donc apparemment les talibans essaieraient d'arrêter cette pratique qui est quand même ancrée dans la culture locale parce que ils savent que maintenant il faut qu'ils fassent gaffe, ils sont un peu ils essayent de montrer un peu patte blanche, etc. Mais c'est clairement de la PEDO PHILIE. Voilà, je vais pas dire le mot parce que sinon le podcast il va sauter. Mais voilà, vous m'avez compris, donc c'est horrible. C'est horrible, c'est des petits garçons de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui sont offerts pour être abusés par des hommes des fois de 50 ans, 40 ans, enfin voilà, et ça fait partie de la culture. C'est horrible. Et donc voilà, donc cette cousine, la cousine de Sofia, il y a un taliban qui est venu lui demander sa main à la maison. Voilà, son père a réussi à la sauver avec un coup d'esbourf, mais voilà, vous avez compris un peu de quoi je voulais parler. Et donc on va revenir à cette Sofia qui est donc arrivée en France, je crois que c'était en 2020 ou en 2021. Donc elle a rejoint ses parents, dont sa mère qui est féministe, qui s'est battue pour le droit des femmes en Afghanistan. Bien sûr, sa mère, on lui a mis le grappin dessus, c'est-à-dire que t'as des gens de gauche, hein, des féministes de gauche du Parti Socialiste qui sont arrivés, qui lui ont dit on va se battre, venez, on est des féministes, etc., on se bat contre le patriarcat, etc. Bon, bien sûr, c'est une famille qui arrive de l'autre bout du monde, qui comprend pas la culture d'ici, qui connaît rien au féminisme local. Pour elle, le féminisme, c'est se battre contre des hommes qui les empêchent d'avoir un téléphone, qui les marient jeunes, qui les empêchent de travailler, qui les empêchent d'aller à l'école. Elles ont pas compris que, en fait, le féminisme ici, ça se limitait, enfin, le féminisme actuel ici, ça se limitait à dire aux hommes qu'ils devaient se déconstruire, à se battre pour des choses, en général, hein, pas que, mais en général, beaucoup pour des choses qu'elles ont déjà, hein, puisque en France, au niveau de la loi, l'homme et la femme sont égaux. Alors que le féminisme en Afghanistan, c'est complètement différent. C'est du vrai féminisme pour le coup, puisqu'il n'y a pas d'égalité. L'homme est clairement supérieur à la femme, et très très supérieur. Hein. La femme, comme je vous l'ai dit, actuellement, la femme, elle a pas plus de droits qu'un chien. Elle a pas plus de droits qu'un chien. Voilà. Même un chien, on le sort en laisse 10 minutes dans la journée. Pour ceux qui ont un chien, vous savez très bien que, ben voilà, même si vous avez travaillé toute la journée, même s'il reste enfermé, ben, le soir, vous le sortez 10 minutes, et il est content, et il fait sa crotte, quoi. Ben ça, elles y ont même plus le droit, les femmes en Afghanistan aujourd'hui. Hein. Voilà. Et d'autant plus dans sa famille, puisque ce sont des Tadjiks, et que déjà par essence, c'est très dangereux pour eux. Parce qu'il faut savoir que les Tadjiks sont reconnaissables. Hein. Ils parlent persan, donc voilà la langue qui est parlée également en Iran. Hein, ils parlent persan, puisque c'est une ethnie qui est proche des Perses, quoi, hein, comme les Iraniens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Tadjiks en Iran d'ailleurs, là-bas. Et ils sont beaucoup plus clairs de peau. Les Pashtuns sont très foncés de peau, ils ressemblent, voilà, ils ressemblent aux Pakistanais, ils sont beaucoup plus foncés, les Tadjiks sont beaucoup plus clairs de peau. Et les femmes Tadjiks sont réputées pour être très belles, donc les talibans veulent absolument marier les femmes ou profiter d'elles, et puis les hommes, bah, ils doivent être éliminés. Donc on va revenir à Sofia et donc à sa mère, qui a été embrigadée par le Parti Socialiste, donc elle m'a envoyé des vidéos, elle a fait un discours, il y avait la rose derrière, etc. Bon, avec des féministes à côté qui la regardaient en mode ah ouais quand même, il y a une différence quand même. Ouais, on n'a pas à se plaindre. Parce que ce qui me fait rire, c'est que
Donc cette Sophia, moi quand je discutais avec, je lui dis elle me dit mais pourquoi personne ne parle de ça? Pourquoi personne ne parle? Et d'ailleurs il y a un petit parallèle à faire avec les femmes en Iran. Les femmes en Iran, il y a eu une période où beaucoup de gens parlaient, mais par rapport à ce qui se passe, je trouve qu'on en parle quand même assez peu, puisque c'est horrible, hein, il y a des meurtres, des VIOL, voilà, en masse, etc. C'est horrible. Mais on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, on en parle très peu, et il y a des personnes qui se battent pour ça, comme par exemple Fama Zadi, je vous invite à suivre sa page sur Instagram, etc. Donc qui se battent pour les femmes en Iran. Mais pour l'Afghanistan, il y a personne qui en parle. Et donc elle m'a dit mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi aucun média n'en parle? Pourquoi aucun politique n'en parle? Et je lui dis ouais mais je sais pas, vous êtes avec le PS, ils font rien. Ah non, ils font rien. Limite, ils les traînent un peu comme des faire-valoir, quoi. Voilà, j'ai 2 Afghanes avec moi, regardez, la maman, elle a le hijab, voilà, les pauvres, elles sont persécutées, allez, voilà, on a des Afghanes avec nous, mais elles ne font rien. Elles ne font rien, elles ne font pas de manifestations, elles ne font pas de discours public. Voilà, la gauche, ils ont quand même des grosses tribunes, hein, des médias de gauche, voilà, des journaux de gauche qui parlent très peu de ça. Donc voilà, il y a un peu une certaine hypocrisie, quoi. Et moi, elle m'a dit, mais est-ce que elle me dit, je connais pas de gens de droite. Est-ce qu'il y a des féministes de droite? J'ai dit, si, ça existe. J'ai dit, mais en fait, faut que tu comprennes que le féminisme en France, c'est clairement pas la même chose que chez vous. Le féminisme en France, ça n'a rien à voir. Je lui ai dit, voilà, je lui ai envoyé une vidéo de Sandrine Rousseau, je crois qu'elle a ri pendant 4 minutes. Je pense qu'elle avait pas ri comme ça depuis son enfance, quoi. Elle m'a dit merci, ça fait 10 ans que j'avais pas ri comme ça. T'es afghane, t'arrives de là-bas, on te VIOL, on te tue, on te force à te marier, on t'empêche d'aller à l'école, on te cache sous un parasol, tu vois, voilà. Et puis t'arrives ici, et puis tu vois des Sandrine Rousseau qui fait des bigs, des signes de vagin à l'Assemblée nationale, qui se prend pour Sailor Moon parce que elle déteste les barbecues, quoi. Donc bon, imaginez un peu, quoi. Ça fait quand même 3-4 ans qu'elle est en France, peut-être même plus, qu'elle soit en France, et elle a compris qu'il ferait rien pour elle. Elle a compris qu'il ferait absolument rien pour elle. Voilà. Moi, je pense pas pouvoir faire grand-chose, et je dis pas que ce que je fais c'est énorme, mais voilà, c'est rien. J'enregistre ma voix, je parle, mais même ça, ils sont pas capables de le faire. Il y a aucun politique, aucun influenceur de gauche, rien. Parce qu'il faut savoir, et c'est d'ailleurs un peu la même chose avec l'Iran, c'est qu'il y a une très grosse hypocrisie à gauche par rapport aux féministes, mais aux gens de gauche en général, c'est par rapport à l'islam. Le fait que l'Afghanistan soit un pays musulman, le fait que l'Iran soit un pays musulman, c'est un peu un bug dans leur matrice, quoi. C'est un peu un bug dans leur matrice parce que pour eux, dans leur vision humaniste de gauche occidentale, il faut absolument pas critiquer tout ce qui est racisé, comme ils les appellent, hein. Je déteste ce mot, mais il faut absolument pas critiquer tous les gens qui sont musulmans, voilà, faut pas. En fait, ils pourraient dire oui, écoutez, ça n'a rien à voir avec l'islam, etc. Ça n'a rien à voir, c'est horrible ce qui se passe là-bas, etc. Et je me rappelle qu'il y a eu une mode pour les femmes iraniennes. À un moment donné, t'avais des femmes, tu sais, au César, qui se coupaient les cheveux là, merci, vive l'Iran, etc. Bon, c'est la méthode à l'occidentale, on va dire. Mais bon, au moins, il y avait le mérite d'en parler. Mais après, derrière, il y a eu un peu une omerta parce que à gauche, ils ont pris le sujet de la Palestine très à cœur, et se sont engagés clairement contre Israël, et l'Iran est le principal ennemi d'Israël. Iran est, on va dire, le fer de lance, un peu c'est eux qui forment le Hamas, etc. Donc, en fait, ils sont un peu bloqués. Ils sont un peu bloqués parce qu'ils peuvent pas se permettre de critiquer l'Iran. L'Afghanistan, c'est pareil, ils peuvent pas se permettre de critiquer le régime taliban parce qu'on va leur dire chez eux, voilà. Oh, attention. Clairement, ce qui se passe en Afghanistan, si ça se passait dans un pays occidental, si ça se passait en Espagne, même si ça se passait même plus loin, mais si ça se passait au Japon ou en Australie, mais je peux vous certifier que toutes les féministes de gauche, elles seraient comme des malades. Même la gauche en général. Ils prendraient ce sujet, regardez, l'homme blanc... patriarcal, regardez ce qu'il fait, voilà, l'homme occidental, mais en fait, dès que c'est en dehors, c'est compliqué. Le sujet de l'excision en Afrique, voilà, c'est un sujet dont à un moment donné, les gens en parlaient,
Mais pareil, il y a un peu une espèce d'hypocrisie, quoi. Mais là, ça va encore plus loin. Sur l'Afghanistan, il y a clairement rien qui est fait. Et donc, avec sa mère, elle se dit, mais pourquoi ces gens, ils font rien pour moi? J'ai dit, mais ils feront jamais rien pour vous. Ils feront jamais rien pour vous. Ils feront quelque chose si ça peut leur apporter des votes. Mais ils feront rien pour vous. C'est ça la vérité. Les mêmes qui s'offusquent quand quelqu'un va dire regardez, il y a un Afghan qui a VIOL ou qui a poignardé une jeune Française en France, là ils vont dire pourquoi vous critiquez les hommes, enfin les Afghans ou les migrants, etc. Donc en fait c'est clairement c'est risible puisque en fait, ils défendent l'homme afghan, en fait, sous prétexte d'humanisme, mais les femmes afghanes, ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Et il y a même une certaine hypocrisie sur ça, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se battent pour qu'on accueille des Afghans, des hommes afghans, etc., des réfugiés de Syrie, d'Afghanistan, de beaucoup de pays, mais qui ferment les yeux par rapport aux conséquences, hein, puisque il faut savoir que quand même Sandrine Rousseau, pour revenir à elle, elle a quand même dit à la télé, quand ils lui ont dit vous savez, la France accueille beaucoup d'Afghans, au moment où les talibans ont repris le pays, il y a un journaliste qui lui a dit mais vous vous rendez compte, il y a sûrement des talibans là-dedans. Il y a des talibans, puisque ça il a été avéré que après il y avait des mecs qui avaient des fiches, etc. Quand ils ont retracé le parcours des mecs, ils se sont rendus compte qu'il y en avait qui étaient talibans, ou qui avaient combattu avec les talibans, ou qui étaient très proches des talibans. Et elle a répondu, il vaut mieux qu'ils soient ici, au moins on peut les surveiller. Alors c'est pas du tout une tribune contre la gauche, contre le féminisme de gauche, ou contre Sandrine Rousseau, ou je sais pas qui. C'est parce que je parle de ce sujet-là. C'est quand même grave. C'est quand même grave de se dire que, ben voilà, là je vous donne l'exemple. C'est un exemple réel. Cette jeune fille qui s'appelle Sophia, elle étudie en France, elle, avec sa mère, elles se battent, elles ont très à cœur les droits des femmes en Afghanistan, et clairement, elles ont été prises sous les ailes de féministes socialistes qui ne font rien du tout. Mais qui vont après aller s'offusquer dans les médias en parlant de récupération, ou je sais pas quoi, parce que un Afghan a tué une Française et qu'il faut pas dire que c'est un Afghan. Enfin bref. Donc là, petite digression, je m'éloigne du sujet. Tout ça pour en revenir à Sophia, qui aujourd'hui, donc, avec sa mère, son père, son frère, etc., qui sont en France, et qui me montre un peu les messages de ses cousines, de ses amis là-bas, qui pour certaines, arrivent à lui envoyer un mail ou à lui écrire en lui disant, voilà, on n'a même plus de téléphone, on n'a plus accès à rien. Là, elle m'a raconté encore ce matin une histoire donc qui est très largement partagée sur les réseaux afghans, d'un VIOL, d'un commandant, enfin en tout cas d'un taliban, d'un combattant taliban, dans une voiture sur une jeune afghane, tadjik peut-être, je sais plus ce qu'elle m'a dit, il faudrait que je regarde, mais en tout cas voilà, sur une jeune afghane, et qui n'a aucune conséquence, c'est-à-dire qu'il n'est pas condamné, il n'est pas mis en examen, alors qu'il y a la vidéo. Hein. Bien sûr, elle passe pas sur les médias afghans, parce que les médias afghans, ils sont détenus par les talibans, hein, c'est des chaînes d'État. Mais elle est un peu partagée en underground par les gens, voilà, il y a un peu des réseaux afghans sur Telegram, etc. Et cette vidéo est horrible. Hein. Elle est horrible. Et donc cette vidéo, il y a clairement le mec qui est identifié, c'est un taliban, et tout le monde sait qui c'est, et il y a rien. Il y a rien. C'est-à-dire qu'ils attrapent des femmes, ils les chopent comme ça, ils abusent d'elles, et voilà, ça passe comme ça. Donc ça, c'est aussi un petit message pour tous ceux qui défendent les talibans, parce que ça, c'est autre chose aussi dont j'ai envie de parler. Il y a beaucoup de gens, quand par exemple, certaines fois, il y a des médias, il y a un média, pas TF1, hein, mais un média, pas un média mainstream, mais un média internet sur Instagram qui a partagé un truc sur les femmes afghanes, sur le recul des droits des femmes afghanes, enfin sur l'absence de droits des femmes afghanes. Et en fait, moi, je parcourais un peu les commentaires et je me suis dit, mais j'étais effaré quand même de voir des Français qui défendent les talibans. Alors, ils les défendent pas directement. Hein. Voilà, par exemple, sur cet article, ils ont pas dit, ah, c'est bien qu'ils fassent ça aux femmes. Mais c'est des messages comme encore de la désinformation, ou pourquoi vous parlez pas de ce qui se passe dans la communauté nana, pourquoi vous parlez pas de la Palestine, pourquoi vous parlez pas de ci, pourquoi vous parlez pas de ça, c'est toujours nanana, c'est pour monter la haine des gens. Voilà, en fait, il y a une espèce de dissonance cognitive chez ces gens-là, quoi. Parce que ces gens-là, il y en a beaucoup qui considèrent les talibans comme des résistants. Comme l'ont été les résistants français en 44, comme l'ont été les résistants, voilà, les Félagas algériens en Algérie, comme l'ont été les résistants vietnamiens en Vietnam. Pour eux,
ils ont cette image-là. Ils ont une image complètement fausse des talibans. Ils pensent que, voilà, pour eux, dans leur esprit d'inculte, ils pensent que les Américains sont arrivés en Afghanistan et qu'ils ont buté tout le monde et qu'ils ont mis quelqu'un au pouvoir pour voler du pétrole et que ensuite, ils ont foutu la merde dans le pays, ils sont partis en laissant tout derrière eux, et puis maintenant c'est leur faute si les talibans ils sont là, et que pendant tout ce temps, les talibans se sont battus pour protéger leur pays, pour défendre leur pays, pour les droits des Afghans. C'est quand même grave. C'est des gens qui vivent en France qui te disent en gros, voilà, qui vont me dire à moi, qui suis français, qui est combattu en Afghanistan, ben ouais, toi t'étais un oppresseur, t'es allé là-bas tuer des innocents, et eux c'était des résistants. Et donc en fait il y a un bug dans leur matrice. Il y a un bug dans leur matrice parce que pour eux quand ils voient ça ils se disent attends, ils essayent de monter la tête aux gens, c'est pas normal, ces gens-là ce qu'ils font aux femmes c'est horrible et tout. Ils ne veulent pas admettre que ce sont les pires la pire des idéologies, que ce sont des gens qui font des choses horribles et qui n'ont jamais combattu pour les droits des Afghans. Ils n'ont jamais combattu pour les Afghans. Ils ont combattu pour les talibans. Ils ont combattu pour les Pashtuns, mais surtout pour les talibans. Voilà. Donc ils n'ont pas combattu en disant voilà, on va virer l'oppresseur américain ou l'oppresseur de l'OTAN occidentale pour protéger les droits des Afghans, les droits des femmes afghanes. Non. Ils ont juste voulu reprendre le pouvoir qu'ils avaient avant pour pouvoir imposer leur idéologie, pour pouvoir empêcher les femmes d'avoir des droits et pour pouvoir dominer et régner sur l'Afghanistan. Et c'est un petit groupe. Les talibans, c'est un petit groupe. Alors oui, ils sont nombreux, mais c'est un petit groupe vraiment, c'est pas l'Afghanistan. Voilà, il n'y a pas de gens haut placés qui sont tadjiks, qui sont de minorité, ou qui sont même... Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition là-bas. Voilà, il y a une fausse opposition, c'est-à-dire que les talibans, dans un souci d'ouverture pour montrer au monde qu'ils ont changé, pour leur dire ok, laissez-nous tranquilles, ben ils vont faire semblant qu'il y a une opposition. Voilà, il y a peut-être un mec qui va être en face, qui va dire voilà, qui va dire oui, mais non, mais on peut changer ça, etc. Ils vont faire des genres de débats, mais en fait le mec en face c'est un taliban. C'est juste un taliban, voilà, qui a une opinion différente, quoi. Donc c'est complètement dingue ce qui se passe là-bas, et c'est complètement dingue de voir des Français, des gens qui sont en France, qui n'ont jamais foutu les pieds là-bas, qui ne connaissent rien sur le contexte de l'Afghanistan, et qui aujourd'hui défendent les talibans. Et qui aujourd'hui, donc, quand certaines personnes partagent des choses comme ça, sur les femmes afghanes, eh ben ils vont, entre guillemets, défendre les talibans, ou essayer de mettre ça sous le tapis. Voilà. Ah, pourquoi vous en parlez ? Il faut pas en parler. Voilà. Et c'est exactement ce dont je parlais par rapport aux féministes de gauche et par rapport aux politiques et aux médias de gauche en général. Parce que ces gens-là qui ont ce genre de commentaires et qui, en sous-marin, soutiennent les talibans, ces gens-là, ce sont les gens qui votent à gauche, ce sont les gens qui ont une idéologie commune. C'est un peu leur public, quoi. Donc ils vont pas aller se les mettre à dos. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Sophia en lui disant mais tu perds ton temps d'aller à des conférences pour les femmes afghanes avec le Parti Socialiste. Voilà, et pour moi, avec n'importe quel parti, hein, je suis clair, si demain elle allait à une conférence avec le RN ou Macron, enfin le parti macroniste ou n'importe lequel, pour moi ce serait une perte de temps aussi. Mais en tout cas, voilà, je dis tu perds complètement ton temps. Je dis si tu serais un homme afghan, si toi et ta mère vous étiez des hommes afghans, et que vous parleriez du droit des Afghans, des hommes afghans, on vous écouterait. On vous écouterait. Parce que les hommes afghans, la parole des hommes afghans ne rentrerait pas en contradiction avec les talibans. En fait, une femme afghane qui parle, c'est clairement une dénonciation contre les talibans, contre le régime, pour le coup, patriarcal en Afghanistan. Alors que ces personnes-là, ces femmes-là et ces hommes-là, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui sont féministes, hein, ces gens-là se réclament du féminisme et passent leur temps à taper sur le patriarcat occidental en disant que, en parlant, en plus en inventant des choses sur les différences de salaire, mais ça un jour il faudra que j'en parle, que je fasse un podcast là-dessus, parce qu'il y a tellement de mensonges et d'idéologies. Mais bon, bref, moi mon but c'est pas de faire des trucs politiques, hein, mais je suis obligé de prendre cet aspect-là quand je parle de ce sujet-là, parce que je me rends compte que les gens qui viennent ici, il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui veulent s'intégrer, qui veulent, qui aiment leur pays. Il y a des gens qui veulent retourner chez eux déjà. En tout cas, beaucoup de gens qui viennent ne veulent pas rester ici, ils sont forcés d'être ici et ils veulent rentrer chez eux.
Alors il y en a qui viennent aussi qui veulent rester ici, ou qui s'installent pour des raisons économiques, ou alors qui viennent pas avec de bonnes intentions aussi parfois. Mais en tout cas, il y en a plein qui veulent rentrer chez eux et qui se battent pour que leur pays puisse les reprendre et que les femmes aient certains droits. Et donc ces gens-là, on les prend... En fait, il faut se rendre compte que ces gens-là, quand ils arrivent, il y a des associations, des gens très politisés qui viennent, qui les prennent sous leur aile et qui leur disent « Ok, on va t'aider », mais c'est pas de l'humanisme. C'est pas de l'humanisme, c'est vraiment par intérêt. C'est-à-dire que il y a des gens, clairement des gens qui sont dans ces structures-là, qui eux sont humanistes et qui veulent aider. Voilà, je pense la majorité, qui ont vraiment un fond humaniste et qui se disent qu'ils veulent aider. Mais il y a beaucoup, ils sont manipulés par des gens qui ont des désirs politiques et qui ont des aspirations et qui se servent de ces gens-là et qui leur font un brainwashing, qui leur lavent le cerveau, qui les mettent un peu dans leur idéologie. C'est-à-dire que, pour revenir à cette jeune femme, Sophia, elle pense vraiment que, voilà, elle se dit socialiste, quoi. Alors qu'elle est là depuis 3 ou 4 ans, elle se dit, je suis parti socialiste, ça, parce que ces gens l'ont aidé. Mais en fait, ils ne l'aident pas du tout. C'est-à-dire qu'ils n'aident pas du tout son combat. Elle est en train de se rendre compte que, en fait, les politiques, c'est tous c'est des escrocs et c'est des menteurs. Et qu'ils se fichent du sort des femmes afghanes. Si elles étaient australiennes, oh là là, ils en parleraient tous, ils feraient des conférences. Vous imaginez un peu ? Imaginez juste l'Australie ou le Japon. Mais allez, je vais prendre l'Australie, parce que c'est un pays qui est loin, et c'est un pays quand même occidental, puisque c'est quand même des Britanniques, etc. Donc on va dire l'Australie. Imaginez un peu l'Australie demain, les femmes ne peuvent plus sortir, les femmes ne peuvent plus avoir un téléphone, les femmes sont abusées, les femmes sont mariées de force, les femmes sont assassinées, femmes et hommes d'ailleurs, mais les femmes, voilà, n'ont plus de droit d'aller à l'école, plus de droit de se soigner, elles crèvent chez elles, parce qu'il n'y a plus de médecins femmes et qu'elles n'ont pas le droit d'aller au médecin. Imaginez que ça se passe en Australie, par exemple. Vous imaginez le scandale ? Vous imaginez le scandale qu'il y aurait ? Vous imaginez le nombre de gens qui iraient défiler, qui iraient manifester ? C'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent clairement. Pourquoi ? Parce que c'est pas le bon pays. Parce que c'est un pays islamiste et que ça rentre en contradiction avec une certaine idéologie et ça fait un bug dans leur matrice, quoi. Ça fait un bug dans leur matrice. Donc oui, ils les invitent à des conférences, ils disent venez, etc. Ils font un petit discours, les gens ils applaudissent, c'est bien. En privé, ils leur disent c'est super, continuez le combat, voilà. Et puis derrière, ils font que dalle. Ils font que dalle. Et elle se rend compte de ça. Donc moi je lui ai dit, mais en fait tu dois pas compter sur ces gens-là. Il faut arrêter de penser que ces gens-là vont t'aider. Ils ne vont pas t'aider. Ils ne t'aideront pas. Il y aura peut-être des associations qui vont t'aider à trouver un travail, un logement. Enfin, en tout cas, cette famille est très bien intégrée. C'est des gens instruits et cultivés. Ils parlent déjà pas mal le français. Voilà, elle est étudiante, elle fait des études supérieures en français, alors qu'elle parle persan. Donc c'est quand même des gens qui arrivent à se débrouiller. C'est pas des clandos qui sont arrivés illégalement et puis qui vont squatter une église pour demander à ce qu'on leur donne des logements, quoi. Ça n'a rien à voir. Là, je parle de gens quand même qui ont fui l'oppression, qui ont fui des choses horribles et qui aujourd'hui, on leur dit ok, bienvenue en France. Vous êtes les bienvenus, la France est une terre d'accueil, mais par contre, taisez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette strate autour de nous qui votent pour nous, qui sont plus ou moins soutiens des talibans. En tout cas, qui ont une certaine sympathie pour les talibans. Les talibans qui sont ni plus ni moins, à mes yeux en tout cas, que des terreaux, hein. C'est un peu un genre de Daesh, quoi, on va dire. Hein. D'ailleurs, faut savoir que le mouvement islamiste extrémiste terreau, c'est pas un mouvement monolithique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est monolithique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrémistes, qui se disent islamistes, qui tuent au nom de Dieu, etc. Et que c'est juste un mouvement et que ces gens-là, ils s'entendent entre eux. Non, c'est pas vrai. Alors oui, ils peuvent s'entendre entre eux s'ils ont des projets en commun. Par exemple, 2 islamistes, 2 extrémistes de 2 factions différentes, ils vont pouvoir s'allier pour aller attaquer les occidentaux, ça y a pas de souci, ou pour attaquer les ennemis en commun. Mais il faut savoir que, par exemple, quand l'État islamique était au pouvoir en Syrie et en Irak, enfin en tout cas une partie de Syrie, une partie d'Irak, quand il y avait l'État islamique, ils ont fait des attentats, ils ont fait la guerre contre les talibans. Hein. Il y avait des attentats de Daesh en Afghanistan, parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir, parce que les talibans étaient vus comme des potentiels rivaux. C'est-à-dire que les talibans n'ont pas, contrairement par contre à Daesh ou des choses comme ça, ils n'ont pas l'envie, ils n'ont pas la volonté de s'étendre. Ils n'ont pas une volonté d'expansion.
Ils n'ont pas une volonté de faire un califat partout dans le monde, d'aller en Occident, de conquérir, non. Contrairement à Daesh qui avait cette volonté-là, hein, qui, clairement, eux, ils voulaient s'étendre et ils voulaient, ils attaquaient la France, etc. Les talibans ne font pas d'attentats en France, ou aux États-Unis, etc. Alors, oui, il y en a qui en font. Il y a des Afghans qui viennent, qui tuent des gens, qui font des choses, en Allemagne, en France, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est revendiqué par les talibans. C'est pas quelque chose qui est revendiqué par... en disant, on revendique, c'est juste des actes isolés. Alors après, est-ce que c'est les talibans qui leur disent? Je pense pas. En tout cas, c'est complètement différent que des fronts comme Al-Nusra, Al-Qaïda, etc., qui, eux, ont un désir d'aller combattre l'ennemi et d'aller chez lui le combattre. Donc il faut savoir que c'est pas un mouvement monolithique et que les talibans, ils ont fait la guerre contre Daesh, ils ont eu des attentats, et d'ailleurs Daesh a fait la guerre avec le front Al-Nusra, ça c'est pour arriver à la Syrie, je m'éparpille un peu mais je serai très rapide. La Syrie aujourd'hui elle a été Bachar al-Assad, il est en exil, il a perdu la Syrie elle a été prise par des mouvements rebelles, qui sont en fait Al-Nusra et d'autres fronts, hein, d'autres factions qui sont considérées comme terreaux par l'Occident, hein, par les États-Unis, par la France, etc. Mais qui sont quand même soutenus. Parce que encore une fois, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, même si c'est mon ennemi en vérité, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit historiquement depuis... il faut savoir, par exemple, l'Afghanistan, les Moudjahidines ont été soutenus par les Américains. Les Américains ont soutenu les Moudjahidines, ils les ont armés pour combattre les Russes, quand les Russes ont envahi l'Afghanistan. Et ensuite, les Russes ont sûrement aidé et financé d'autres factions qui ont combattu les Américains. Et ça, c'était quelque chose qu'il y avait au moment de la guerre froide, et c'est quelque chose qui est resté après. Et il n'y a jamais un 100% méchant et un 100% gentil. Ça n'existe pas. Les talibans, pour certains, sont vus comme des résistants. Ce ne sont pas des résistants. Pour d'autres, ils sont vus comme les pires terreaux. Ils sont peut-être pas aussi. C'est peut-être entre les deux. La vérité, elle est toujours entre les deux. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, il y a un silence étourdissant dans les médias. Si vous essayez de trouver quelque chose, oui, sur Internet, mais les médias mainstream, ils parlent pas de l'Afghanistan, ils en ont parlé quand elle a été renversée, et puis basta. Aujourd'hui, ce qu'elles vivent les femmes en Afghanistan, ces gens-là qui disent vouloir l'aider, ils n'en ont rien à foutre. Si demain ça se passait en Australie, comme je l'ai dit, ou en Colombie, ou en Allemagne, ce serait un déferlement. À juste titre, d'ailleurs. Mais là, silence total. Parce que, encore une fois, c'est un bug dans leur matrice. Donc voilà, l'Afghanistan, c'est quand même très compliqué, c'est très spécial, parce que comme je l'ai dit, il y a le côté extrémiste religieux, il y a les talibans, et puis à côté, il y a des ethnies aussi, il y a des castes, il y a les tadjiks, etc. C'est pas vraiment des castes comme en Inde, c'est pas dit que c'est des castes, hein. Ils te disent là-bas que tout le monde est égaux, mais c'est pas vrai. Les tadjiks et d'autres ethnies sont carrément... ils vivent des choses horribles. Et donc Sofia, qui est tadjik, elle peut en témoigner. Si je racontais tout ce qu'elle m'a dit et tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'on lui dit, ça durerait 3 heures ce podcast. Donc tout ça pour dire que la situation est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense, hein, et que les gens qui défendent, ou en tout cas qui essayent de mettre sous le tapis ce que font les talibans aux femmes, d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est des gens qui, sous prétexte d'accointance religieuse, ils vont défendre, entre guillemets, ils vont essayer de cacher, ou ils vont pas vouloir qu'on parle de ce qui se passe là-bas. Alors que ces gens-là, les gens qui font ça, ils n'ont aucune idée de ce que font les talibans. C'est-à-dire qu'ils pensent que, sous prétexte qu'ils ont la même religion ou la même culture, alors ils ont pas du tout la même culture, hein, il faut le savoir, mais sous prétexte de ça, ils doivent plus ou moins avoir une sympathie pour eux. Mais ces gens-là, ce qu'ils savent pas, ces gens qui sont en France, c'est que si demain on les met en Afghanistan, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux, les hommes comme les femmes, et les femmes encore plus. Moi je donne un exemple, j'avais partagé une vidéo sur mon Insta de ma mission en Afghanistan, donc je sais plus si c'était un passage de mon film ou je sais plus, et il y a une fille, photo de profil brune, maquillée, très occidentale quoi, qui m'a insulté, qui m'a dit bande de FDP, qu'est-ce que vous avez foutu la merde là-bas, etc. Elle défendait, en fait elle est en train de dire que plus ou moins elle soutenait insidieusement les talibans. Et moi je lui ai répondu, je lui ai dit mais écoute, regarde-toi, ton espérance de vie en Afghanistan ne dépasse pas les 2 minutes. C'est là si on est à la 90e minute d'un match et qu'il y a les arrêts de jeu, tu t'arrives même pas aux prolongations. C'est terminé pour toi. T'as du rouge à lèvres, t'es pimpé, t'es pas voilé, tu te permets de parler sur internet, de parler à un homme comme ça, hein, pour eux, enfin, ta vie entière, tout ce que tu es, c'est tu es tout ce qu'ils détestent. Et cette femme, et ce genre de personnes qui vont se réclamer féministes, entre guillemets, hein, parce que c'est une sorte d'hypocrisie, ils osent défendre, ou en tout cas avoir une sympathie pour les talibans.
et insulter des gens de leur propre pays qui se sont battus là-bas en défendant des gens qui empêchent les femmes de parler en public et de pouvoir aller au médecin et de pouvoir étudier. Alors que cette fille-là, le matin, elle sort, elle va voir ses copines, après elle va se faire les ongles, elle met des stories sur Snap de ses lissages de cheveux et de ses ongles, ensuite elle va à McDo avec ses copines, elle va s'acheter du maquillage, elle snap avec des mecs le soir, et après elle vient et elle te dit bande de FDP, vous avez foutu la merde là-bas, voilà, entre guillemets, les talibans, ce sont des résistants. Espèce de clocharde. Voilà ce que tu es. Ces gens-là, c'est des clochards. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple de cette fille-là, c'est une débile, mais il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Tu fantasmes sur des choses, sur des idéologies dont tu ne sais rien. Tu sais même pas qui sont ces gens-là. Tu sais même pas comment ils pratiquent la religion. Tu sais rien. Tu es à l'inverse d'eux. Tu es beaucoup plus proche de moi que d'eux. Et tu te permets de venir m'insulter. Ces gens-là, faudrait les mettre une semaine. Faut les prendre, faudrait organiser des excursions, des voyages, voilà. Je suis pas pour qu'on ait des accords avec les talibans, loin de là. Mais juste ça. Voilà, qu'on prenne un peu ces gens-là et qu'on dise aux Afghans, allez-y, accueillez-les une semaine ou un mois et faites-les vivre un mois là-bas et ensuite ils reviennent. Et je pense que quand ils vont revenir, ils vont avoir une autre vision. Complètement une autre vision. J'ai juste envie de la présenter à Sophia et de lui dire, voilà, vas-y, écoute son histoire. Écoute ce qu'elle a vécu là-bas avec les talibans. Écoute, toi qui te permets de dire que la France est un pays raciste, qui a foutu la merde en Afghanistan, qu'on est des FDP, etc. Écoute ce que c'est le racisme. Écoute Sophia, écoute ce que c'est le racisme qu'elle a vécu contre les Tadjiks. Écoute ce que c'est l'oppression. Écoute ce que c'est une vraie dictature. Écoute ce que c'est des horreurs, des vraies horreurs. Respecte au minimum la liberté d'expression que tu as. Je pense qu'on a une perte de la liberté d'expression en France. Ça, je ferai, je pense, un jour un épisode là-dessus, un podcast là-dessus, parce que c'est quelque chose que je trouve hallucinant dans le pays, dans un pays comme la France où on avait pendant longtemps une certaine liberté d'expression. On était même un phare un peu sur ça dans le monde, et aujourd'hui c'est complètement réduit. Mais t'as quand même une liberté d'expression qui te permet de venir m'insulter et défendre ces gens, alors que là-bas, tu n'aurais même pas la liberté d'avoir un téléphone pour pouvoir poster ton commentaire de merde. En tout cas, voilà ce dont je voulais parler par rapport à l'Afghanistan, aux femmes afghanes. J'aurais aimé rentrer plus dans le contexte, mais ça serait beaucoup trop long. Je ferai peut-être un épisode sur l'Afghanistan où je parlerai vraiment de l'histoire de l'Afghanistan et de plus en détail de ce qui se passe là-bas et de ce qui s'est passé là-bas. Mais voilà, c'était vraiment concentré sur les femmes et sur ce qui se passe et sur ce silence hallucinant qu'il y a sur ce sujet, et, cette hypocrisie et cette omerta par rapport aux femmes en Afghanistan. Je pense que c'est pas à moi de faire les choses, je pense que c'est un peu à tout le monde de parler, de s'éduquer. Pour finir, je citerai un message que Sophia m'a envoyé quand je lui ai dit que j'allais faire un podcast, que j'allais parler de ce sujet. Elle était très contente parce que elle est désespérée et elle souffre énormément. Donc je finirai ce récit avec les mots de Sophia. C'est une tragédie, une douleur indicible. Nous sommes une génération qui a grandi avec la technologie, connectée au monde, bercée par l'espoir d'un avenir meilleur. Nous n'avons pas connu le premier règne des talibans, mais aujourd'hui, nous en subissons la cruauté. Comment une jeune femme de 20 ans peut-elle vivre ainsi, privée de liberté, de droits, même du simple fait de posséder un téléphone? Comment accepter qu'en un instant, on nous arrache tout ce qui faisait partie de notre quotidien, de notre identité, de nos rêves? C'est une injustice insupportable, un cauchemar éveillé. Quant à moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à très vite, l'homme est un loup pour l'homme.